Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et à 13h51 sur Europe 1, voici les découvertes d'Europe Midi avec votre soirée télé, une jolie balade dans le sud de la France et de la lecture. Et d'abord la soirée télé avec vous, Eva Rock. Votre choix, c'est On n'est plus des pigeons ce soir, France 4, 20h55. C'est vrai, on n'en parle jamais de ce petit magazine qui est très sympathique, qui est présenté par Claire Barsac sur France 4, donc, et qui multiplie les sujets de consommation. Ce soir d'ailleurs, comme toutes les semaines, avec notamment alors, un sujet sur le vernis à ongles, un autre sur le business de Game of Thrones, ou encore le business du zéro, vous savez, zéro sucre, zéro colorant, etc. Voilà. Et il y a un sujet qui a retenu mon attention, c'est comment trouver un job via une application. C'est ce qu'on appelle plus vulgairement aujourd'hui l'ubérisation. Alors la journaliste qui avait en charge le sujet a tout testé. Alors elle est devenue chauffeur privé, alors ça on connaissait. Ouais. Elle a aussi multiplié tous les petits boulots de réparation, de peinture, de bricolage, etc. Et puis la livraison de repas en vélo. Bon courage. À Paris. Casque sur la tête, là voilà, sur le bitume parisien. Ouais. Non, ça c'est sympa quand même. C'est dangereux, on a du stress parce qu'en fait il faut aller super vite. Il faut se dépêcher de passer les feux verts. Ouais, voilà, alors c'est un petit peu dangereux, mais ça accroche, on la voit avec son casque, et d'autant qu'elle pourrait avoir une prime, alors ça généralement ça vous motive. À partir de 2 soirs de week-end, on a 30 € de prime. Et pour peu qu'il pleuve, bim, 15 € de prime. Voilà, alors ça fait pas beaucoup quand même. On est S'il payé en fonction pleut, du temps on est qu'il payé fait. exactement. Alors elle n'a pas eu de chance parce qu'il a fait beau pendant tout le week-end. Elle est fatiguée, mais elle est heureuse, et donc au bout, elle fait le compte de ce qu'elle a gagné dans sa journée. En 4 heures, Christine aura donc gagné 32 €. Oh, attention, sans les pourboires. Pourboire zéro. Pourboire zéro. Et pourboire zéro. Bon, en 4 heures, Christine aura donc gagné 32 €, soit 8 € de l'heure. Mais attention, comme elle est auto-entrepreneuse, il faudra qu'elle paye 23% de charge. Oh là là. Mais bon, elle a fait du sport. Voilà, elle a fait du sport. Alors, il y a toujours un peu d'humour dans tous les sujets. Il y a un parti pris, un point de vue. Il y a des journalistes qui n'ont pas peur de mouiller le maillot comme Christine pour ce sujet-là. C'est sympathique, mais c'est toujours sérieux parce que, on apprend le fonctionnement aussi de ce qui est testé. Et puis, il y a toujours l'avis systématique d'un expert. Alors, un vrai expert, parce que je sais qu'en ce moment, il y a un débat à la télé sur tous les experts. Et je trouve que cette émission mérite vraiment l'attention. Et vous savez quoi ? Oui, Je suis d'accord. Ah, On n'est merci. plus des pigeons, France 4, 20h55. Votre bonus ? on va voir qui est fortiche en dessin animé Pixar. Et qu'est-ce que je dois savoir à part ça? J'ai une chevelure. Réponse, les cheveux. Mais oui, Bien sûr. mais oui. Bravo Anissa. Anissa. Oui, réponse. Alors, avec un prince, mais qui est un bandit, une princesse, mais qui a une chevelure de 20 mètres de long, les deux vont se retrouver embarqués dans une super aventure. C'est évidemment à regarder en famille, c'est pendant les vacances scolaires, mais je suis assez convaincue que les parents vont se marrer aussi, et c'est sur W9 à 20h55. Réponse, votre bonus. Merci Eva Rock. Nicolas Caro, votre conseil de lecture aujourd'hui, c'est donc Histoire du silence. Et oui, de la Renaissance à nos jours, chez Albin Michel, de Alain Corbin, qui est un grand historien spécialisé un peu, si on veut, dans l'histoire des sens, des sensations, l'histoire du corps, de la beauté, des émotions. C'est un peu un historien de l'impalpable. Et il revient donc avec cette histoire du silence. Le silence qui n'est pas seulement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'absence de bruit. Il n'y a pas qu'une seule sorte de silence, il y a toute une gamme dans ce silence. Alors là, il faut développer. Il y a le silence de la mer, il y a le silence de la nature, avec tous les petits bruits associés, mais c'est quand même une forme de silence. Ça peut être aussi le silence, l'écoute de soi. Ça peut déranger aussi, comme le silence assourdissant. Il y a le silence hostile, inquiétant, comme le cow-boy qui arrive dans une petite ville, vous savez, qui dit c'est bien trop calme par ici. Il y a le silence après. Le silence après le bruit. Quand les voisins éteignent la musique, par exemple, et que le calme revient d'un seul coup, c'est comme une douleur qui cesse, dit Alain Corbin. Et bon, alors évidemment, c'est extrêmement compliqué de construire une histoire du silence. Tout n'est pas dans les archives. C'est une vraie enquête. Et en fait, il s'est beaucoup servi de la littérature. Il y a beaucoup de citations d'auteurs, comme Jules Verne, qui décrit, je cite, une maison paisible et silencieuse, dont les portes ne criaient pas, dont les vitres ne grelottaient pas, dont les parquets ne gémissaient pas, dont les cheminées ne soufflaient pas, dont les girouettes ne grinçaient pas, dont les meubles ne craquaient pas, dont les serrures ne cliquetaient pas, et dont les hôtes ne faisaient pas plus de bruit que leur ombre. Où il y a Émile Zola aussi, dans Une page d'amour, qui parle du silence de la neige. Les flocons se posaient un à un, sans cesse, par millions, avec tant de silence que les fleurs qui s'effeuillent font plus de bruit. Pas mal. Et il y a aussi le silence qui se dissimule donc dans la nature, chez les animaux. Un chat, par exemple, à lui seul, qui se déplace tout doucement comme ça, c'est à lui seul un symbole du silence. C'est vrai, on arrive à conceptualiser du coup ce que c'est que le silence. C'est pour ça que je me méfie toujours des chats. Moi aussi. Toujours. C'est sournois. Oui. Je les aime beaucoup quand même. Il y a certains lieux qui symbolisent le silence. Il y a l'église, il y a la forteresse, il y a la prison, la bibliothèque, bien sûr, certaines vieilles maisons, la chambre aussi. Alain Corbin qui nous explique
comment au 19e siècle, quand se développe l'idée de la chambre individuelle, et ben en fait les gens découvrent une nouvelle forme de silence dans cette nouvelle solitude. Il y a le silence à l'école, où il y a la cloche, le tambour qui sépare les moments où on a le droit de parler et les moments de silence, quand il faut écouter le maître. Il y a l'armée aussi, la grande muette, où le silence règne dans les rangs, où parfois on souffre en silence aussi. Il y a des situations qui imposent le silence, il y a le recueillement, il y a la prière, la méditation. Il y a tout un chapitre sur les ermites par exemple, qui vont chercher, vous savez, le silence dans le désert, dans certaines peintures, dans les peintures de Hopper, vous savez, les stations-service désertes comme ça. C'est vrai qu'il y a l'idée du silence qui s'impose. Il jaillit du tableau. Voilà, et ça peut être aussi pénible le silence, ou très stressant comme dans les open space, ou à la radio, on n'a pas le droit nous. À non, la radio, on n'a pas le droit. Si je vous fais taire pendant 5 secondes, il y a un disque qui se déclenche avec un jingle d'Europe 1. Et on va puis pas de la faire le musique. test. Voilà. Enfin, c'est très érudit, très beau, très poétique. Ça s'appelle l'histoire du silence, donc chez Albin Michel, de Alain Corbin. De Alain Corbin, et c'est votre coup de cœur du jour, Nicolas. On enchaîne, Maxime, pas de Mais silence. oui, on n'enchaîne jamais de silence ici. Avec vous, Sophie Jovillard, aujourd'hui, vous nous emmenez donc visiter l'abbaye de Montmajour, dont les origines, je le précise, c'est vous qui l'avez écrit sur le texte parce que moi j'en savais rien, les origines remontent au Xe siècle. Et alors vous voulez nous faire découvrir cette abbaye aujourd'hui ? Exactement. Et pour savoir à quoi elle ressemble, cette abbaye, eh bien, il faut se rendre à Arles, prendre la route de Fontvieille pour admirer les vestiges de cette élégante abbaye que vous pourrez d'ailleurs apercevoir de loin en arrivant. Elle est posée sur son îlot rocheux, dont le mont Majour, d'où son nom. Pour comprendre son histoire, il faut en effet remonter au Xe siècle. Attention, c'est là que notre voyage dans le temps va commencer. Alors c'est au milieu des plaines arlésiennes, au sommet de cette petite colline, qu'une communauté de moines bénédictins élut domicile. Il faut s'imaginer à l'époque que ces moines vivaient en ermite sur des terres assez inhospitalières, entourées de marécages. Vous voulez dire dans le silence ? Voilà, exactement. Dans le silence, c'est un très bel endroit pour observer le silence d'ailleurs. Et c'est sur les hauteurs de ce mont que les habitants de la région venaient enterrer leurs défunts et confier leurs prières aux moines. On retrouve encore aujourd'hui des exemples uniques de tombes rupestres, des tombes creusées à même le rocher, des exemples qui sont assez uniques en Europe d'ailleurs. Et c'est à partir du XIe siècle qu'une chapelle puis une église abbatiale romane vont être construites. Je ne veux pas vous couper, mais on ne va pas faire tous les siècles depuis le Xe. Qu'est-ce qu'il faut retenir en résumé ? Oui, c'est vrai que vous prendrez sur place le temps de feuilleter le grand livre d'histoire à ciel ouvert qu'est cette abbaye. On comprend quand même qu'à travers les vestiges architecturaux, que cette abbaye a connu à la fois un spectaculaire essor au XVe siècle et à la fois de fortes turbulences dans la vie monastique, avec la guerre de 100 ans, les épidémies de peste, la famine et j'en passe, et puis un renouveau au XVIIe siècle avec les moines de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, la congrégation de Saint-Maur, des moines mauristes, qui sont venus restaurer et rebâtir spirituellement et architecturalement ce très bel édifice religieux. Ensuite, la Révolution va passer par là, les derniers moines vont être chassés, le site va être pillé et dépouillé, mais heureusement aujourd'hui il y a vraiment de bonnes âmes qui s'en occupent, et puis il est entre les mains du Centre des Monuments Nationaux, et ça c'est une bonne nouvelle. Et alors en 15 secondes pour terminer, qu'avez-vous retenu de cette visite ? Alors pour faire une visite ludique, moi je vous conseille d'admirer vraiment les bestiaires qui se trouvent au sommet des colonnes. On voit par exemple ce qu'est un tarasque. Il y a une légende qui raconte que c'est à la fois mi-lion et mi-dragon, et puis admirer ce lieu comme source d'inspiration. Il y a des artistes qui exposent en ce moment, dont un artiste qui s'appelle Gérard Tracandi, qui a eu une carte blanche avec d'autres artistes et qui dit que ses œuvres dialoguent et résonnent avec le monument. L'abbaye de Montmajour, c'est le coup de cœur du jour de Sophie Jovillard. Merci Sophie et merci à toute la bande des découvertes.